à tous et bienvenue sur Les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. C'est justement en vivant à l'instant une tempête que cela me donne l'idée d'en faire un podcast. Souvent on me demande si j'ai traversé des tempêtes. En 8 ans de navigation, bien entendu que j'en ai traversé. Je ne les compte plus du reste. Il y a le petit grain qui dure entre 15 et 30 minutes, le plus gros grain qui dure environ 1 heure. Et au-delà, pour moi, j'appelle cela une tempête. On peut la voir approcher avec ses nuages noirs ou la nuit avec ses éclairs. Que l'on soit à l'ancrage ou en navigation, et même après tant d'années, on l'appréhende toujours. Puisque tant qu'elle ne nous heurte pas, on ne connaît pas sa force et sa durée. Être prêt est important. Tout ranger à l'intérieur, fermer tous les hublots, baisser les voiles et patienter. Attendre le premier choc. Lorsqu'elle nous heurte, c'est toujours dans le début que les vents sont les plus forts. Après, généralement, le vent se calme un peu et devient plus stable. Donc en navigation, un bon vent pour avancer. Et à l'ancrage, une attente qui des fois dure très longtemps. Si l'on est ancré au faux endroit et que la tempête nous pousse direction terre, ou qu'il n'y ait pas de terre pour nous protéger, l'ancrage peut être un cauchemar, voire même un grand danger pour le bateau. Il m'arrivait souvent de changer d'ancrage durant la tempête pour mettre Manta en lieu sûr. Si on n'a pas confiance à son ancre ou à sa chaîne, il est plus sûr de laisser tourner le moteur juste au cas où. Ces moments de tempête sont stressantes, angoissantes, avec un grand espoir qu'elle ne durera pas trop longtemps et que le beau est pour bientôt. La houle se forme avec le vent, alors plus la tempête est grande et puissante, plus la houle est grande et donc dangereuse pour le bateau. C'est pour cela qu'on essaye toujours de s'ancrer à l'abri d'une île, sous le vent. Mais ceci n'est pas toujours possible et durant l'entre-saison où les vents viennent de toutes directions, on ne peut vraiment pas prévoir de quel côté la tempête va arriver. Des fois, des nuits entières sont mouvementées, avec Manta qui se fait balancer dans tous les sens, des nuits blanches. Je ne les compte plus non plus, surtout depuis que j'ai Manta. Et cette pluie ardente qui, des fois, avec la puissance du vent, nous lacère la peau, comme si c'était des glaçons qui tombent du ciel. On est content quand on peut rester à l'intérieur pour se protéger de ces intempéries. Et encore, moi je suis au tropique, donc les pluies sont chaudes comparées au nord ou au sud. J'envie en tout cas pas ceux qui traversent des tempêtes dans ces endroits froids de la planète. Pour ça, j'appréhende un peu ma destination de l'année prochaine au Japon, où les tempêtes vont être plus froides. L'un de mes derniers clients qui est venu à bord pour faire que de la voile, elle m'a justement dit que toutes les vidéos de voile sur le net ne montrent pas vraiment les tempêtes et qu'il trouve cela bien dommage. En effet, quand on est pris là-dedans et que l'on essaie tout pour sauver notre bateau, voire même notre vie, on est bien loin de penser à se filmer. Et pour vous partager un peu de réel d'une tempête, je vais vous lire mes récits de carnet de voyage. La première se situe sur l'île de Tioman, sur la côte est de Malaisie. Nous avons déjà fait le check-out du pays pour nous rendre dans les Anambas en Indonésie et j'ai un ami à bord. Je suis sur une bouée depuis quelques jours à l'entrée de la marina de Tekek, où toute la côte ouest nous est ouverte. La plage est à 300 mètres derrière moi. On passe une sympathique soirée, souper, jeu, avec mon ami jusqu'à 1h30 du matin. Je m'allonge crevé dans mon lit, sur une mer calme. 5 minutes plus tard, le vent se lève. Il vient à 300 degrés, donc nord-ouest. Des 20 nœuds, même des rafales de 30. Bon, on dormira pas cette nuit. Les vagues se créent rapidement de 2 ou 3 mètres, impressionnantes. Après 1h30 de rock'n'roll, c'est ainsi que j'appelle quand on se fait bousculer dans tous les sens, je dis à mon ami que je vais m'allonger dans mon lit. À peine je suis couché, j'entends un « bang ». Je regarde rapidement dehors et la main répétée. Je me lève très rapidement et allume le moteur et pars vite de là. Le vent nous pousse contre la plage. On a une houle de 3 mètres de face. Flash est ballotté dans tous les sens. Bien sûr que le moteur est toujours dessus. On n'est pas prêt. Je pars au large, à 2 nœuds contre ces 18 nœuds de vent. Et ces vagues. Que faire maintenant? Il est 3h30 du matin et mon ami se sent pas bien. Après avoir analysé toutes les options, je décide d'aller ancrer à Mat Bay,
Coral Island, l'île qui se situe devant nous, pour se protéger de cette houle. Mais c'est à 7 miles, donc 2h15 de navigation pour finalement arriver à 5h du matin. Nous sommes crevés. Il y a quand même une houle, mais moindre par rapport à celle de dehors. Les lumières et ventilateurs ont aussi fait de leur tête. Avant le départ, plus rien ne fonctionnait. Finalement, on part se coucher. Et je dors 5 heures, ancré à 19 mètres où j'ai mis toute la chaîne, soit 65 mètres. Voilà, ce fut un exemple d'une nuit bien agitée, comme vous avez pu l'entendre. Une nuit bien stressante où j'aurais pu perdre Manta. Et puisqu'on apprend de ses erreurs, l'erreur que j'ai effectuée cette nuit-là, je suppose, c'est qu'avant d'aller me coucher, là vers 3 heures du matin, j'aurais dû aller vérifier la marde, savoir dans quel état elle était. Ainsi, j'aurais pu sûrement anticiper la casse de Stamar. J'aurais pu faire aussi tomber l'ancre ou réancrer juste à côté, malgré les quelques récifs qu'il y avait. Mais cela ne nous aurait pas empêché de faire du rock'n'roll toute la nuit, parce que la houle ne serait pas calmée. Cet épisode s'est passé de la nuit du 26 au 27 juin 2017. La suivante s'est produite le 1er juin 2016 sur la côte ouest de Sumatra avec ma première journée de navigation dans l'océan Indien. Je navigue avec un bateau ami du nom d'Ariel et on s'ancre à Pularaya pour y passer la nuit. À 18h, je suis ancré à 15 mètres de fond avec seulement 37 mètres de chaîne. C'est tout ce que j'avais à ce moment-là. C'est vraiment pas beaucoup, considérant que la règle de base c'est minimum 3 fois la profondeur. J'avais pas mes 45 mètres. J'en étais tout à fait consciente et étais en train de me poser la question si je devais mettre plus de cordes. Mais il m'aura pas fallu longtemps pour le découvrir puisqu'un grain nous arrive pile dessus après à peine 15 minutes d'être ancré. Et voilà 30-35 nœuds de vent. Et ce qui devait arriver arriva, en effet, Manta drague. Les 35 mètres de chaîne ne suffisent pas à tenir. Heureusement pour moi, la baie où on s'est ancré est très grande et large. Et j'ai quand même bien dragué sur 200 mètres. Le temps pour moi de mettre plus de cordes après la chaîne. J'en ai perdu ma main de fer. La main de fer, c'est ce bout qu'on met sur la chaîne pour que toute la traction de la chaîne soit sur le bateau et non sur le guindeau. Me voilà avec 37 mètres de chaîne et 30 mètres de corde. Et Manta se calme et ne bouge plus. À cause de cette tempête, mes amis ne me rejoindront pas pour leur repas comme c'était prévu sur Manta. Et c'est grâce à cette expérience qui fait acheter 30 mètres de chaîne supplémentaires quelques mois plus tard à mon retour de Phuket. Le lendemain, je vivrai un autre grain, cette fois en navigation, avec 20-25 nœuds de vent derrière moi. Et là, quand on l'a derrière soi, il suffit d'ouvrir un tout petit peu de voile et voilà Manta qui fonce à 6-7 nœuds. Pendant la saison du sud-ouest, qui est l'été ici, donc de juin à septembre, la côte ouest de Sumatra est réputée pour ses grains, qu'on appelle les squalls de Sumatra. J'en ai traversé plusieurs et dont le plus long a duré 5 heures. En voici son histoire, du 9 août 2016. Départ à 7 heures, à défaut d'avoir vu des dugons, j'en ai rêvé. Au bout de 2 heures de navigation, à la sortie de Sibéroute, il y a du vent, 10 nœuds à 30 degrés bâbord. Je sors les voiles et éteins le moteur. Quel bien cela fait. Je suis tellement heureuse de vivre tous ces moments. J'évite plein de pluie en passant à côté de ces énormes nuages. Manta fonce à 5 nœuds avec seulement 11 nœuds de vent. Trop beau. Bien sûr, l'angle pourrait être meilleur. 16h35, je peux enfin écrire dans ce livre. Le vent s'est enfin calmé. Donc après 2 heures de voile tranquille, nous sommes entrés dans la tempête. 30-35 nœuds de vent qui nous tombent dessus. Je n'aurais senti aucune goutte de pluie pendant toute cette tempête. Mais alors, du vent. Je rentre toutes les voiles en hécatombe, alors elles s'enroulent pas correctement. J'allume le moteur pour nous positionner face à la houle. Mais c'est pas bon, demi-tour, avec ce vent qui est trop fort. Ce qui nous donne la direction d'où je viens, bien entendu. Ok, autant que j'utilise ce vent pour une fois qu'il y en a. Alors, je me mets à 60 degrés bâbord, avec mes 30 nœuds de vent. J'ai qu'une partie de la grande voile dehors, et Manta se bat contre cette houle. D'enfer. On ne fait que du 2 nœuds et nous nous faisons asperger d'eau. Shanti ne sait plus où se mettre. Ce sera pendant cette tempête du reste que j'ai jamais eu autant d'eau qui rentre dans le cockpit. Pendant près de 5 heures, j'ai 30 nœuds de vent à 30 degrés bâbord. Je prends la barre pour la plupart du temps, à aider Manta à passer ses lames.
Du grand sport, je suis trempée par les lames qui remplissent le cockpit, mais pas une goutte de pluie. Cette direction me donne l'entrée du canal entre les îles Tanabala et Tanabosa. Mais plus je me rapproche des îles, plus ma direction s'éloigne de l'entrée. À 13 miles de la baie sud, je vire, avec l'espoir d'arriver avant la nuit. Même si je peux aller de nuit, puisque je suis déjà allé. Et le vent tombe petit à petit. Avec toutes les voiles dehors, je fais plus que du 2 nœuds, alors j'allume mon moteur. La ligne de pêche s'est fait couper par un gros poisson. J'arrive finalement à la tombée de la nuit, à Finger Bay. Je suis épuisée et contente d'y être arrivée. Un autre squall de Sumatra m'aura valu la perte du moteur de mon dinghy, puisque je n'étais pas préparée et qu'il était toujours sur le dinghy. À peine on a heurté la tempête, je regarde derrière en disant « Oh non, on n'a pas préparé le dinghy ». Et là, je vois le moteur qui tombe à l'eau, la fixation toujours sur le dinghy. Bon, c'était prévu de le changer prochainement, mais là, c'est une obligation. Enfin, aujourd'hui, je suis beaucoup plus préparée. Avec toutes ces expériences, on apprend. Il m'est arrivé passablement de grains et de tempêtes aussi aux Philippines. Mais j'en ai aussi sorti un podcast qui s'appelle le typhon Ray, puisque aux Philippines, on retrouve aussi les typhons. Donc voilà, si les typhons vous intéressent, c'est le podcast 26. Et pour conclure, en vrai, une tempête météorologique ressemble sur beaucoup de points à nos tempêtes que nous traversons dans la vie. Nos émotions sont plus dans la peur que dans l'amour. On ne sait jamais quand cela va s'arrêter. Les éléments extérieurs nous font changer l'équilibre de notre intérieur. Et l'on sait, au fond de nous, qu'après la tempête, il y a toujours le beau temps, le soleil radieux. À bientôt!